Et pour animer cette table ronde service public et souveraineté de l'État, je laisse la parole à notre vice-président Florian Philippot. Bonjour à tous. Je me permets simplement de représenter les personnes qui m'accompagnent dans cette table ronde avant de débuter. Donc Joëlle Melin, docteur, qui est conseillère donc santé, protection sociale de Marine Le Pen, conseillère régionale de PACA et qui interviendra au cours de cette table ronde, bien sûr, notamment sur ces questions-là. Yannick Jaffray, qui est professeur agrégé de philosophie, qui est un des animateurs et cofondateurs d'un collectif dont vous allez entendre parler de plus en plus, ce collectif Racine, avec Alain Aveillot aussi d'ailleurs, et qui a déjà un site internet que je vous invite à aller consulter, collectifracine.fr, une page Facebook, Twitter, enfin ils sont à la page, et ils ont l'objectif de démontrer qu'il y a des masses d'enseignants, mais aussi de parents d'élèves, patriotes, qui veulent le redressement de l'école de la République, et ils vont s'y employer. Ils feront d'ailleurs une journée de présentation en présence de Marine Le Pen le 12 octobre prochain à Paris pour ceux qui peuvent venir. Et puis bien sûr, je ne le présente plus, l'amiral Vaquet, qui est conseiller défense de Marine Le Pen, lui aussi conseiller régional de PACA, et qui interviendra bien sûr sur ce domaine de la défense nationale, dont on sait qu'elle est particulièrement mise à mal depuis plusieurs années. Alors moi je ferai un bref propos liminaire sur la question qui nous a été demandé d'étudier et d'analyser, la question des services publics et de la souveraineté, du rôle de l'État notamment bien sûr dans le service public. Alors c'est vrai qu'il y a eu la mise en place, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, mais ça avait commencé déjà un peu avant, d'un modèle français de service public. Ce modèle français de service public, il a très bien fonctionné pendant des années, des décennies, et il avait trois grandes caractéristiques, trois grands mérites. Il avait d'abord le premier mérite d'assurer l'égalité, l'égalité entre les territoires, qui est essentielle, et l'égalité entre les citoyens. Il avait pour deuxième mérite d'assurer, je dirais que c'est une conséquence de cette égalité, l'unité de plus en plus forte du territoire français. Et puis il avait un troisième mérite qui est souvent oublié, mais qui est important, qui est très important, et dont on voit maintenant qu'on en a perdu tout de même les avantages. C'était un moteur de l'innovation. C'était un moteur de l'innovation industrielle, de la création, et donc évidemment de la croissance économique, de l'industrialisation et de l'emploi. Alors oui, c'était un moteur de l'égalité, parce que l'égalité faisait partie des valeurs premières du service public. Je ne citerai que quelques exemples, mais c'était ces bureaux de poste dans toutes les communes de France, qui étaient dans le cahier des charges de la Poste. C'était la grande aventure, bien sûr, de l'électrification du territoire français, où il fallait que la moindre maison en montagne, à la montagne, en zone montagneuse, soit raccordée, elle aussi, à l'électricité. C'était, bien sûr, la grande aventure du rail, où on a construit énormément de kilomètres et de kilomètres de rails, et l'objectif était de faire en sorte qu'aucun village de France ne soit oublié. Ce ne sont que quelques exemples, mais on pourrait citer aussi bien sûr toutes les communications et toutes les télécommunications. L'égalité entre les citoyens en découlait, puisque que vous soyez cette personne âgée isolée dans un petit village de montagne, ou que vous soyez ce bourgeois du centre-ville, en quelque sorte, vous aviez le même service public dans tous ces domaines-là. Je n'oublie pas d'ailleurs nos compatriotes d'outre-mer qui, eux aussi, ont bénéficié de cette grande politique stratégique du service public. En découlait donc ce principe d'unité, puisque ce qui permettait l'unité du territoire, c'était justement cette volonté conquérante du service public qui voulait qu'aucun Français, aucun territoire, aucune commune, aucune zone rurale ne soit à l'écart, exclu de cette politique d'envergure du service public, de mise en place de communication, de télécommunications, de transport et de tous les services publics inhérents à cette volonté d'offrir aux Français le meilleur service possible. Alors bien sûr, cette troisième caractéristique que j'ai évoquée, celle de l'innovation, elle était moins bien connue, et pourtant on s'en rend compte quand on la perd. Je parle de l'innovation comme France, terre d'innovation. Pourquoi ? Parce que l'État stratège avait un rôle central dans la mise en place du service public. Et cet État stratège, il veillait à ce que la terre de France, le territoire français, soit terre d'innovation. Je ne citerai que quelques exemples, mais le TGV date de 1981 et c'était une volonté publique.
Je citerai également les progrès faits par la télécommunication. C'est vrai que ça nous paraît maintenant vieillot, mais le Minitel à l'époque a été aussi le fruit d'une volonté publique et a permis à l'époque à notre pays d'avoir une sacrée longueur d'avance. Et bien évidemment, cette politique se faisait en partenariat avec des grandes écoles. Auparavant, quand vous sortiez d'une grande école, par exemple d'ingénieur, aller travailler dans une grande entreprise de service public était considéré comme honorifique, était considéré comme une carrière prometteuse, était considéré comme quelque chose qu'il fallait faire. J'en citerai simplement un exemple. Jusqu'il y a une dizaine d'années, la filière la plus prestigieuse de Sciences Po s'appelait service public. Elle a été ensuite rebaptisée pour se nommer aujourd'hui affaires publiques, sur le modèle américain, Public Affairs, mais ça n'est absolument plus la même philosophie qui se cache derrière, évidemment, cette dénomination. Alors, cette époque du service public, qui n'était pas parfaite, bien sûr, il ne s'agit pas de considérer qu'il y avait un âge d'or du service public, mais cette époque a permis d'atteindre les 3 qualités que je viens de citer. Et puis, il y a eu un grand basculement. Alors, le grand basculement, il date des années 80 et il commence très clairement avec l'acte unique, en 1986, qui est un traité européen, le premier traité européen, en réalité, qui gomme le mot commun dans les traités pour le remplacer par unique, et qui donc change totalement la philosophie de l'Europe, qui fera passer d'ailleurs la CEE, de la CEE à l'Union européenne, ensuite, grâce, ou à cause plutôt, du traité de Maastricht. Alors le glissement commence avec l'acte unique, et il est d'abord sémantique. Il est très clairement exprimé puisque dans les traités européens, vous n'avez pas la notion de service public, elle n'existe pas. Vous avez la notion de service d'intérêt économique général ou de service d'intérêt général, SIEG et SIG. Mais la notion française de service public n'existe pas. Et surtout, à partir de ces années 80, de ce grand basculement, on change complètement de philosophie. Alors que le service public visait ce que je vous ai dit, ces 3 objectifs d'égalité, d'unité et d'innovation, le service public, à la sauce européenne en quelque sorte, à partir des années 80, bascule dans une autre philosophie. Une philosophie qui n'est pas française, qui n'est pas héritière de cet État colbertiste, qui est une philosophie beaucoup plus anglo-saxonne et qui a 2 objectifs. Un, la concurrence libre et non faussée, qui devient le credo absolu de toute politique en Europe et notamment en matière de service public. Et 2, ce qui va logiquement avec, la rentabilité. La rentabilité, c'est très bien sûr, on préfère être en excédent qu'en déficit, notamment pour les entreprises publiques, à condition que ça ne se fasse pas contre l'égalité entre les territoires, contre l'égalité entre les citoyens et contre cette mission noble de service public qui, comme son nom l'indique, n'est pas un service commercial comme les autres. Son objectif, c'est bien d'être au service du public. Alors, je serai très rapide, je citerai simplement un article qui aujourd'hui se retrouve à l'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et qui dit que les aides publiques sont interdites, je cite, sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Bien évidemment, le service public est forcément touché par ce genre d'article. Et j'en citerai simplement un deuxième et un dernier, l'article 60 actuel du traité de fonctionnement de l'Union européenne, et qui dit très clairement « Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services, de tous les services, commerciaux mais publics aussi, au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de tel article, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. » La Commission, bien sûr, adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que vous avez des directives qui libéralisent, des directives européennes qui libéralisent le service public, et il y en a eu beaucoup à partir de la fin des années 80. Elles ont fait passer à la moulinette l'intégralité des services publics français, mais les traités européens demandent à ce qu'on aille, si c'est possible, si la situation économique le permet, d'aller encore plus loin et encore plus vite que ces directives de libéralisation. Et on voit bien qu'on a totalement basculé en quelques années, en quelques décennies. On abandonne quasiment intégralement la notion publique de service public. Alors, ce passage à la moulinette des services publics, il va se faire très vite. Ce sont toutes ces directives de libéralisation. Les télécommunications, ça commence dès 1989. L'électricité et le gaz, et vous verrez que ça a un impact fort aujourd'hui, ça commence dès 1996, 98, et ça se poursuit dans les années 2000. La libéralisation du transport ferroviaire, d'abord le fret, puis les voyageurs internationaux, puis les voyageurs nationaux, ça commence aussi dès une directive de 1991, et ça continue. Et la libéralisation de la poste, qui a un impact très fort, puisqu'aujourd'hui, un bureau de poste sur 2 en France a disparu, et ça continue de fermer chaque semaine, commence dès une directive de 1989, une directive européenne,
Voilà le passage à la moulinette des services publics français qui se fait en même temps que l'Union européenne se bâtissait contre la souveraineté de l'État français. Et c'est bien là qu'on voit qu'il y a un lien très fort entre la souveraineté d'un État stratège et la disparition du service public qui n'a plus cette capacité d'être soutenu par une force politique qui lui donnait cette dynamique nécessaire à ses missions traditionnelles d'égalité, d'unité et d'innovation sur le sol français. Quelles sont les conséquences de tout cela? Eh bien, je l'ai dit, un bureau de poste sur 2 qui a fermé. On peut citer d'autres exemples. Pour les chemins de fer, combien de dessertes ont été supprimées et continueront d'être supprimées dans les années qui viennent pour se concentrer sur évidemment les parcours les plus rentables, qui sont essentiellement certaines lignes de TGV. C'est une conception qu'on peut avoir, mais ça n'est plus la conception du service public. On peut aller jusqu'à certaines extrémités, et on peut voir d'ailleurs notre avenir dans certains autres pays. Je cite par exemple la poste espagnole, Correos. Correos, depuis 2007, ne livre plus son courrier aux habitations qui sont situées à plus de 250 mètres d'une voie principale. En France, des habitations qui sont situées à plus de 250 mètres d'une voie principale, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, notamment dans les zones rurales et dans les zones montagneuses. Voilà un avenir qui peut être le nôtre si nous ne réorientons pas rapidement et radicalement notre conception du service public. Évidemment, la conséquence logique, c'est une atteinte aux 3 concepts que j'avais définis en début d'intervention. L'égalité entre les territoires, on vient de le voir, et donc l'égalité entre les citoyens, au bénéfice d'une métropolisation des services publics. On concentre tous les services publics dans quelques grands centres urbains, au détriment des lointaines banlieues et de toutes ces zones rurales. Et c'est vrai qu'on vient de voir le film sur le Tour de France des oubliés, mais il est évident que la destruction des services publics a beaucoup à voir avec ce Tour de France des oubliés. On retrouve dans ce Tour de France des oubliés des Français, nos compatriotes, qui n'ont plus accès, qui ont vu en quelques années disparaître dans leur village le bureau de poste, sans parler des commerces, mais tout cela est lié, qui ont vu disparaître l'école ou le collège, parce qu'on les a regroupés. Parfois, on impose d'ailleurs aux gamins 1 heure de trajet ou 1h30 de trajet le matin et 1 heure ou 1h30 de trajet le soir, parce qu'on a concentré le collège dans un collège en ville très éloigné des zones rurales. Ils ont vu disparaître tous ces services publics, le centre EDF, etc., etc. Et demain, pour certaines d'entre elles, certaines de ces communes sont menacées de voir disparaître leur sous-préfecture, puisqu'il y a dans les cartons, et c'est la continuité de cette logique, la suppression de 50 ou 60 sous-préfectures en France. Principe d'égalité, principe d'unité remis en cause, et principe de France Terre d'innovation remis en cause. Ça n'est pas qu'il n'y a plus d'innovation. Dans les télécommunications, vous savez tous aujourd'hui, comme moi, vous avez tous un téléphone peut-être intelligent, un iPhone ou autre, il y a de l'innovation. Simplement, cette innovation, elle n'est plus française. Cette innovation, c'est l'innovation du circuit commercial classique. Elle est importée. Et il n'y a plus aucune impulsion de la part de l'État stratège pour faire de nos grandes entreprises publiques des sources, des moteurs de l'innovation française. En conséquence, bien sûr, ces filières ont été désertées par nos étudiants les plus brillants qui préfèrent partir à l'étranger ou qui préfèrent aller dans les secteurs les plus rentables. Je pense par exemple à la banque d'affaires ou à la finance, mais il est certain qu'aujourd'hui, un étudiant de grande école qui sortirait brillamment diplômé et qui partirait à la SNCF ou dans une entreprise de service public serait regardé avec des yeux ronds par ses camarades de promotion, qui eux préféreront aller chez Goldman Sachs ou dans des banques d'affaires ou dans des banques privées, ou qui préféreront aller travailler dans une grande entreprise privée qui sera beaucoup plus rémunératrice et qui permettra un profil de carrière probablement plus intéressant. La conséquence, c'est aussi que l'État a très largement perdu le contrôle des tarifs, et contrairement à ce qu'on nous avait promis, on nous avait dit que la concurrence va vous apporter naturellement une baisse des tarifs. Ça n'est absolument pas ce qu'on a constaté. D'ailleurs, on l'a tous constaté sur une chose très simple, c'est le numéro 12, les renseignements. Quand ça a été remplacé par 118, vous savez, 218, ou il y en a d'autres, les tarifs de ce numéro ont généralement été multipliés par 3, par 4 ou par 5 par rapport au bon vieux 12, qui fonctionnait exactement de la même manière. Ça n'est pas tout à fait ce qu'on nous avait promis. Vous êtes tous au courant ici de l'explosion des tarifs de l'électricité et du gaz. Je rappelle que l'électricité en 5 ans a vu son prix bondir en France de 70%. Le gaz, en 5 ans, a vu son tarif bondir de 80%. Vous avez tous vu désormais que la SNCF fait augmenter ses prix de billets de train tous les 6 mois.
que les prix des billets de train augmentent infiniment plus vite qu'auparavant. Et qu'on se retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans une jungle des tarifs pour laquelle, objectivement, il faut être sorti de Polytechnique ou de Centrale pour y comprendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, pour y comprendre quelque chose dans la jungle des tarifs de la SNCF, il faut se lever très tôt. Voilà aussi une des conséquences de cette politique. Le service public n'est plus une filière d'excellence valorisée comme telle, et c'est ainsi la disparition de ce que je vous ai dit, de toutes ces qualités qui étaient inhérentes au modèle public français du service public. Alors ça s'est fait, cette aventure, je dirais, cette mauvaise aventure, s'est faite aussi bien sous la droite que sous la gauche. Les directives européennes, les traités que je vous citais, ils ont été ratifiés et signés aussi bien par des gouvernements de droite que de gauche. Quand vous entendez la gauche qui vous parle du service public tous les 4 matins, il faut savoir qu'elle fait partie des plus grands fossoyeurs du service public. Une chose d'ailleurs assez amusante, je l'ai relevé, quand on a fait la libéralisation de la Poste, devinez qui était ministre au gouvernement à ce moment-là. Je vous donne un petit indice, le Premier ministre c'était Lionel Jospin. Un des ministres, c'était Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon était ministre quand on a libéralisé la Poste en France. Et manifestement, ça ne l'a pas beaucoup dérangé puisqu'il n'a pas démissionné. Voilà une chose qu'il est utile aussi peut-être de lui rappeler. Alors je cite, au-delà des mouvements de libéralisation, ce qui va avec, c'est l'ouverture du capital, c'est la privatisation. Sous Jospin, Air France 99, autoroute du sud de la France, ça commence en 2002 et on finira de liquider les autoroutes en les privatisant en 2004, en 2005, en 2006. Et vous savez depuis combien les tarifs ont augmenté alors que ce sont les contribuables français qui ont payé les autoroutes. Pendant des décennies, ils ont payé les autoroutes et ensuite on les a vendues au privé à un prix d'ailleurs peu intéressant et aujourd'hui le privé s'en met plein les poches et il a raison de le faire, c'est dans son intérêt, mais ça n'est pas dans l'intérêt évidemment du peuple français et des automobilistes. Je poursuis, France Télécom 97, 98, tout ça c'est encore sous Jospin et ça a été poursuivi par les gouvernements suivants, EDF 2005, Gaz de France fusion avec Suez en 2008, l'État devient minoritaire, on change le statut de la Poste en 2010, etc., etc. Et cette logique infernale n'a jamais en réalité cessé. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir ? Bien, tout d'abord, il faut se dire que, avant que je passe la parole à mes compagnons, camarades de table ronde, la première des choses, c'est que la destruction du service public n'est pas la seule conséquence néfaste de ce changement de philosophie. Il y a aussi maintenant l'idée qu'on ne pourrait plus mettre en place un nouveau service public. Pourquoi pas d'ailleurs aujourd'hui imaginer un service public de l'Internet ? Pourquoi pas imaginer un service public lié aux questions, mais Joël connaît mieux que moi ces questions-là, liées à la question de la dépendance. Est-ce qu'il serait aujourd'hui concevable et possible de mettre en place de nouveaux services publics qui ne seraient pas du tout plus coûteux pour le contribuable français, au contraire, qui seraient probablement moins coûteux, mais qui seraient en revanche très probablement interdits par les règles de la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne. Je dirais que les dégâts de l'Union européenne et de ce changement de philosophie appliqué par nos gouvernements, ça s'est fait sur le passé, sur les anciens services publics, mais ça se fait également sur les services publics potentiellement du futur. Et cela aussi, c'est extrêmement inquiétant. Alors que faire ? Quelles sont les perspectives qu'on peut tracer ? On va en discuter juste après, mais d'abord, je crois que ça doit nous renforcer dans l'idée qu'il faut absolument redonner la parole aux Français et organiser ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. C'est une raison supplémentaire de faire ce référendum et de demander ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. En attendant, il faut évidemment geler l'application des directives de libéralisation, et c'est exactement ce que nous réclamons dans notre projet. Et puis, il faut changer de philosophie. L'idée n'est pas de revenir à une France des années 50 ou à une France des années 60. Il s'agit de réinventer un modèle français du service public du XXIe siècle, où il est évident que l'État devra retrouver sa place, l'État devra retrouver sa capacité d'impulsion et de souveraineté à travers ce que nous avons appelé l'État stratège. L'État stratège, c'est cet État qui est capable, main dans la main avec les partenaires privés, main dans la main entre recherche publique et recherche privée, main dans la main avec les industriels, avec nos PME qui sont largement délaissés, avec également nos centres de formation, nos centres d'excellence, et bien de travailler au service public du futur. Cet État stratège, il devra remettre au cœur de la politique du service public ces principes qui ont été abandonnés, notamment l'égalité territoriale, l'égalité entre les citoyens,
la fixation de tarifs justes pour éviter que les tarifs soient le reflet d'une voracité du service privé. Il devra peu à peu reconquérir le capital d'entreprises de services publics dans des domaines absolument stratégiques pour lesquels on ne peut pas imaginer une seconde de les laisser intégralement à des acteurs privés qui de plus en plus souvent sont étrangers et parfois même étrangers venant d'un tout petit pays du Moyen-Orient, si vous voyez ce que je veux dire, et ce petit pays étant en train de racheter une bonne part de nos entreprises stratégiques. Je parle du Qatar, bien sûr. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des transports, il semble difficilement concevable de laisser ces secteurs intégralement à la merci du secteur privé et d'acteurs étrangers qui n'assureront pas les missions que nous avons définies pour le service public. Voilà. Enfin, bien sûr, cet État devra en parallèle, en permanence, stimuler la modernisation du service public, ses gains de compétitivité, la qualité et l'innovation, parce que contrairement à ce qu'on nous a vendu également, la libéralisation, la privatisation ne s'est pas automatiquement traduite par des services publics plus propres, plus compétitifs, plus innovants, bien au contraire. Voilà ce que je pouvais vous dire me concernant pour introduire cette table ronde et je vais tout de suite passer la parole à Yannick Jaffray. Merci Florian. Alors il nous est demandé aujourd'hui de nous pencher sur la relation entre les services publics et la souveraineté nationale. Mais nous savons que l'hôpital, l'armée et l'école sont bien plus que des services publics. Ce sont les institutions de la nation elle-même, celles dont dépendent sa souveraineté territoriale, sa constitution morale et physique et la force de son esprit. Si être souverain, c'est être soi, alors la défense, la santé et l'éducation sont les forges de la souveraineté. Je précise au passage que je ne réserve pas à l'école le soin de l'âme nationale. L'armée défend le territoire, la médecine soigne les populations, mais elle façonne également toutes deux en profondeur la personnalité de la France. Celle-ci doit à ses armes son existence même, certains de ses grands hommes, et son savoir-faire militaire jouit d'une réputation mondiale. De même, la médecine contribue, depuis 2 siècles au moins, et jusqu'à aujourd'hui, au rayonnement de la France, à la fois comme fleuron de son génie scientifique et par la générosité, aujourd'hui peut-être mal ordonnée, de son système de soins. Quant au prestige de la médecine militaire, il est tel que certains chefs d'État, qui par ailleurs n'ont pas de mots assez durs contre la France, viennent régulièrement se faire soigner à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Nous attendons leur remerciement public. L'école, elle aussi, a participé grandement à façonner la grandeur nationale. Elle fut un modèle imité de par le monde, de l'Amérique latine à l'Asie, et un foyer de réalisation littéraire, intellectuelle et scientifique considérable. Elle est l'objet depuis 30 ans d'une offensive mondialiste qui vise à la déposséder d'elle-même, de sa rigueur et de ses traditions. Alors je n'aurai pas le temps de remonter le détail de l'histoire de cette offensive. Ceux qui seraient intéressés à la connaître trouveront toutes les références nécessaires dans les mois qui viennent sur le site du collectif Racine que Florian a présenté tout à l'heure. Qu'il me suffise de dire ceci. Dans cette entreprise euromondialiste, la conception est généralement anglo-saxonne, comme Florian également l'a souligné tout à l'heure. La promotion est gauchiste. Quant à l'exécution, elle est assurée par des gouvernements UMPS qui trahissent systématiquement l'intérêt national depuis 30 ans. Ils n'ont aucune excuse, car l'école n'est pas ouverte au privé, n'est pas ouverte au marché, et elle n'a pas été l'objet d'une cession de souveraineté. Et c'est là, au fond, la formule chimiquement pure du mondialisme. Une idéologie gauchisto-libérale qui prospère sur la trahison des peuples par leurs élites. Alors quels sont les caractères et les effets précis, je devrais aller vite, de cette idéologie sur l'école? L'individualisme d'abord. On promeut ou on prétend devancer les besoins et les choix supposés des élèves au centre du système. Et on néglige les exigences du savoir et les besoins de la nation. La conséquence de tout cela, c'est le mépris de l'autorité, qui obéit également à d'autres causes, parmi lesquelles l'immigration figure en bonne place. Le déracinement ensuite, particulièrement perceptible dans les programmes d'histoire, d'où Louis XIV et Napoléon ont disparu sous Nicolas Sarkozy, et De Gaulle sous François Hollande, au profit
au profit, malheureusement, d'absurdités multiculturalistes telles que l'étude de l'Empire malien du XIVe siècle. La loi Furasso, qui prévoit et même encourage dans son article 2 que des cours soient dispensés en anglais à l'université, participe d'une même soumission à l'anglais global, le globish, et à la vision du monde qu'il véhicule. La conséquence de tout cela, c'est un appauvrissement intellectuel généralisé. D'ailleurs, la baisse du niveau est telle que même ceux qui jusque-là le niaient, et qui en général en étaient responsables, sont obligés aujourd'hui de l'admettre. Notre pays se désinstruit en même temps qu'il se désindustrialise. Alors que faire pour redresser l'école ? J'indiquerai simplement rapidement quelques mesures dans les domaines des contenus d'enseignement, de l'autorité et de l'organisation générale du système. Il faut d'abord, j'évoquais l'histoire, renationaliser l'enseignement de l'histoire afin que les écoliers de France puissent s'approprier l'histoire de leur pays. Il faut à l'école primaire revenir partout à la méthode syllabique et cesser les expérimentations nocives et hasardeuses, car nos enfants ne sont pas des cobayes. Sur le plan de la discipline, il faut prendre des mesures fortes, comme l'exclusion ferme, définitive et sans retour, car ça n'est pas possible aujourd'hui, des perturbateurs les plus violents à partir de 15 ans. On pourrait aussi s'inspirer de nos amis russes qui ont démonétisé les allocations familiales pour les convertir en chèques uniquement alloués aux dépenses de santé et d'éducation des enfants. Et on les supprimera devant une défaillance avérée des familles. Pour le secondaire, il faut évidemment supprimer le collège unique et favoriser l'orientation professionnelle dès la fin de cinquième ou fin de quatrième. Alors là, on discute, mais en tout cas en revalorisant ces filières professionnelles, et nous avons des pistes. Après avoir ainsi désengorgé le lycée, il sera possible de rendre au baccalauréat une signification réelle et aux licences universitaires le niveau qu'elles doivent avoir. Pour l'enseignement supérieur, il faudra également renforcer le critère du mérite dans l'attribution des bourses d'études et soutenir nos classes préparatoires et nos grandes écoles en ouvrant plus largement leur accès par le mérite et non par la discrimination positive aux élèves issus des classes populaires. Et puis, dans la relation entre la formation et l'économie, je suis, comme vous tous j'imagine, sous la forte impression du puissant discours d'Émeric Chopra d'hier, et je considère qu'il faudrait concevoir une nouvelle économie du savoir pilotée par un État stratège, contre un intellectualisme dont nous devons nous défaire, et c'est un professeur de philosophie qui vous le dit. Il faut promouvoir et même exalter les savoir-faire, les techniques et les industries, qui sont au cœur de notre projet de réarmement politique et économique de la France. Il faut en même temps agir sur le front idéologique, car en effet, les évaluations internationales des systèmes scolaires, comme le célèbre PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, obéissent à des objectifs mondialistes et occultent les problématiques nationales. Je continue ? On a 20 secondes. 20 secondes. Non, on est un peu en retard. Ça va être compliqué. Donc, je voudrais vous faire part, pour finir, de l'immense espoir qui m'anime, car je crois qu'à l'école comme ailleurs, le temps des patriotes est venu. De nombreux signes alimentent cette espérance. Tout d'abord, à l'école, il y a eu de belles résistances. Je pense à ces instituteurs qui, pendant 30 ans, ont refusé la méthode globale et semi-globale et l'ont payé cher en termes de progression de carrière. Et je pense plus généralement à toutes celles et tous ceux qui ont ralenti le désastre scolaire par leur dévouement et la qualité de leur enseignement. Et puis, je voudrais vous dire que cette idéologie mondialiste est en bout de course. Elle n'a plus l'élan, la force d'entraînement ou d'intimidation qu'elle avait au début des années 90. Elle apparaît maintenant pour ce qu'elle est, une force de destruction, appauvrissante, mortifère et destructrice, à l'image de ceux qui la diffusent, de Taubira à Copé, en passant par Attali. Bravo. Merci pour ce discours plein d'espoir sur le redressement de l'école, et je passe tout de suite la parole à l'amiral Vaquet. Merci. Je crois que, concernant la défense nationale, il y a un paradoxe qui devient de plus en plus frappant. En effet, d'un côté, les nombreuses raisons qui militent en faveur d'une défense nationale forte sont plus que jamais pertinentes. D'abord, la défense est toujours le pilier indiscutable de notre indépendance et de notre souveraineté.
Ensuite, c'est, je crois, le premier service public des Français, puisqu'il garantit leur sécurité, donc leur liberté, que c'est quelque part leur assurance vie. De même, le statut de puissance militaire nucléaire de la France lui confère un poids diplomatique évident et lui permet de tenir son rang, en particulier peut-être face à l'hégémonie américaine. Enfin, la défense est l'un des outils privilégiés pour répondre aux nombreux défis géopolitiques que soulignait très bien hier M. Chauprade, le professeur Chauprade. Et pourtant, et j'en viens au paradoxe, jamais l'effort militaire de la France n'a été aussi faible. Depuis les années 80, nous avons plus que divisé par 2 cet effort de défense, qui est passé à l'époque de 4% à aujourd'hui moins de 1,6%, et ceci, quel que soit le parti politique au pouvoir, UMP ou PS, donc on voit que dans ce domaine, c'est du pareil au même. Alors, cette situation est non seulement paradoxale, elle est surtout très inquiétante, car, bien évidemment, cette baisse régulière de notre effort de défense se traduit tout naturellement par une diminution inexorable de nos moyens militaires en hommes et en matériel. En ce qui concerne les effectifs, il y a une image qui a été utilisée assez fréquemment, mais qui est quand même assez parlante. Aujourd'hui, toute la force opérationnelle de l'armée de terre, c'est-à-dire 8 brigades de combat, pourrait rentrer sans problème en place assise dans le Stade de France. Et cette baisse des moyens en hommes, mais aussi en matériel, n'est pas terminée et s'est même accélérée ces dernières années. Et on peut remarquer d'ailleurs que ce sont les présidents les plus va-t-en-guerre qui diminuent le plus le budget de la défense. D'abord sous Sarkozy, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a imposé une réduction importante du format de nos armées, en matériel mais aussi en personnel, avec une réduction déjà de 54 000 personnes. Et quelques années plus tard, donc, le nouveau livre blanc de 2013, concocté par Hollande et les socialistes, prévoit une diminution supplémentaire de 24 000 personnes, sans compter des coupes et des retards dans les programmes d'armement déjà annoncés dans le projet de loi de programmation militaire qui sera discuté à la rentrée. Donc, ce qui est à craindre désormais, ce sont des pertes capacitaires dans un certain nombre de domaines. En effet, beaucoup de nos matériels et de nos équipements sont vieillissants, comme par exemple dans l'armée de terre, les véhicules de l'avant blindé, qui risquent bien de ne pas tenir jusqu'à l'arrivée de leurs remplaçants, dont la mise en service est retardée, le nombre diminué. Dans l'armée de l'air, les fameux avions de transport Transal C-160 sont à bout de souffle, et leur remplaçant, l'Airbus militaire A400, a pris 5 ans de retard, et le premier exemplaire vient d'être livré à l'armée de l'air. Et enfin, dans la marine, les patrouilleurs hauturiers de présence et de souveraineté risquent également de poser un problème majeur d'ici 2020. Alors, vous me direz, avec ces matériels vieillissants, parfois obsolètes, en nombre insuffisant, eh bien, nos soldats, nos marins, nos aviateurs continuent encore à assurer remarquablement leur mission, comme on l'a vu au Mali, et je pense avec un courage, un professionnalisme et une disponibilité exemplaires qu'il faut ici saluer. Mais le jour se rapproche où, malheureusement, ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus, faute de moyens. Où ils ne pourront plus assurer la protection du territoire, celle de nos départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, celle de notre patrimoine maritime exclusif de 11 millions de kilomètres carrés qui a également été évoqué hier, avec des ressources inexplorées et inexploitées, et plus généralement, intervenir pour la défense de nos intérêts dans le monde. Alors, face à cette situation, que proposons-nous ? D'abord, certains partis politiques mettent en avant l'Europe de la défense comme une solution miracle. Pour nous, il est clair que ça ne pourrait représenter en aucun cas une alternative. C'est un leurre qui ne trompe plus personne et qui démontre chaque jour son inefficacité opérationnelle. Et je ne parlerai pas de l'OTAN, qui est un outil au service exclusif des Américains. Donc, pour nous, la solution est évidemment nationale. Il faut inverser la baisse ininterrompue de notre effort de défense en revenant progressivement à un taux de 2% du PIB comme consacré à la défense, comme Marine Le Pen l'avait déjà inclus dans son programme de 2012.
Un pourcentage de 2% du PIB, il faut voir que ça représente 600 € par Français et par an. Bon, il faut considérer que ce n'est pas un coût extravagant s'agissant d'une assurance vie. Ceci, en tous les cas, devrait suffire pour permettre le remplacement des matériels obsolètes que j'évoquais tout à l'heure, dans de bonnes conditions, la construction d'un deuxième porte-avions pour assurer la permanence, donc la cohérence de notre outil de projection, le maintien des effectifs des armées en mettant fin à la dramatique déflation en cours, tout en créant une garde nationale de 50 000 hommes et femmes mobilisables à bref délai pour faire face à une situation de crise de toute nature pouvant affecter le territoire national. Et ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. Cet effort nécessaire doit être avant tout la traduction d'une volonté politique. Et je pense que seul le Front National peut le faire. C'est une question de choix et d'arbitrage. Elle doit nous permettre de maintenir une défense autonome et crédible qui soit garante de notre indépendance et de notre souveraineté. Merci beaucoup. Merci, Amiral. Pour ce brillant exposé. Donc je passe la parole à Joël Melin. Oui, mes chers amis, bonjour. Sans rallonger le propos que je vais tenir, juste dire à Marine qu'elle m'a confié la tête de liste de la ville d'Aubagne que nous allons reprendre aux communistes. Concernant la santé et plus généralement la protection sociale, il ne s'agit pas d'un service public stricto sensu, puisque même dès 1945, le communiste Croizat avait fait en sorte de déléguer à des libéraux une partie du service de santé. C'est tout le système libéral qui fait la particularité du système de santé français, avec les professionnels de santé libéraux et avec les cliniques privées. Et ça avait fort bien marché jusqu'à ce que certaines lois et certaines directives européennes viennent se mettre de la partie et inverser le fait que ce grand service, qui est un service de solidarité nationale, et non, comme nous disent les communistes, un service de redistribution, est venu être fragilisé. Si nous sommes aux affaires, bien évidemment, nous allons inverser de multiples lois qui nous gênent. Ces lois, ce sont d'abord celles sur les assurances qui sont menacées, soit par le risque, encore que, on pourrait réfléchir, mais la sécurité sociale ne doit pas être menacée par la perte du monopole de ces possibilités sur notre sol. On le voit, c'est très net avec les directives de 92 qui n'ont pas été appliquées, mais bientôt, le monopole de la sécurité sociale va être touché. C'est déjà visible sur les mutuelles complémentaires avec la loi Leroux, qui pourtant, Dieu sait, est un sectaire et qui vient donner la possibilité de privatisation encore plus poussée de toutes les mutuelles complémentaires. Je pense en particulier déjà à Médéric Malakoff qui gère l'Argirc et l'Arco, dans des domaines de retraite certes, mais quand même qui est actuellement aux mains du frère de Sarkozy et demain aux mains de l'ancien président de la Caisse nationale d'assurance maladie. Comme quoi on peut passer d'un côté ou l'autre du miroir sans difficulté. Il faudra aussi inverser les lois sur l'offre de soins. J'entends les lois européennes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tous les laboratoires privés, toutes les pharmacies d'officine, toutes les cliniques privées sont gravement menacées de fermeture. Bientôt, vos analyses sanguines n'auront plus la qualité requise parce que les petits laboratoires sont vidés de leur substance au profit de grands laboratoires dont les capitaux sont tout à fait incertains. Vous n'aurez plus la distribution avec le bon conseil de vos pharmaciens et bientôt, par le biais des maisons de santé qui seront détournées de leur objet qui est plutôt de vous donner une protection sanitaire, vous ne serez plus soignés tel que nous l'entendons. Il faudra donc bloquer cela et au-delà, bien entendu, empêcher que tous les grands groupes apatrides, donc avec des capitaux que nous ne connaissons pas, soient propriétaires des cliniques privées et des assurances. Nous ferons aussi en sorte de vérifier que les lois européennes ne viennent pas nous empêcher de gérer convenablement la sécurité sociale elle-même. Nous apercevons que la gestion interne est mal prévue, le budget de la sécurité sociale n'est même pas aux mains du Parlement, il y a du grand n'importe quoi.
rapidement, 10 milliards d'euros d'indus des pays étrangers ne sont pas recouvrés tous les ans par la sécurité sociale. 15 à 20 milliards d'euros de fraude sociale ne sont pas récupérés. Et 20 milliards d'euros environ de niches injustes données aux grandes entreprises du CAC 40 ne sont pas donnés aux TPE et PME. Et c'est comme ça que le tissu social de l'emploi et de la protection sociale n'est pas respecté sur le terrain. Et bien entendu, vous l'avez compris, nous inverserons les lois sur l'immigration, puisqu'il est inadmissible que des personnes, sauf à prouver leur inaptitude au travail, ne bénéficient de droits, de prestations sociales de très haut niveau, alors qu'elles n'ont jamais cotisé. Tout cela au titre des lois sur l'immigration. Alors, en conclusion, les 550 milliards d'euros du système de protection sociale, dont 300 milliards environ pour la santé, peuvent parfaitement être sauvés en l'état actuel, sans véritable réforme révolutionnaire, j'entends. Nous avons tous les moyens, dans le cadre politique global de Marine Le Pen, pour sauver ce système, le rendre aux Français, en supprimant les mauvaises dépenses, en gérant comme il faut et en redonnant la croissance à notre pays. Merci à vous trois pour ces exposés extrêmement brillants. Merci pour votre effort de synthèse aussi. Merci à vous.